France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pour la beauté du grec, déchiffrer des lettres antiques gravées sur la pierre, l'épigraphie est la science qui étudie les inscriptions anciennes et en l'occurrence en grec. Elle offre d'impressionnants corpus qui ne cessent de s'enrichir. Quel défi pour l'archéologue, l'historienne, l'historien au moment de déchiffrer ces écrits et de les interpréter, des textes rédigés pour les gens de l'Antiquité, mais qui nous sont aussi destinés. Il y a quelque chose d'assez attirant dans les textes. Qu'est-ce qui est attirant ? Par exemple, les caractères, je trouve. On a vraiment envie de les découvrir, tandis qu'en latin, je crois pas que ce soit très incitant. C'est une très très grande civilisation. La moitié du programme de 6e c'est fait sur la Grèce, pratiquement. Le cours de l'histoire. C'est peut-être ça aussi qui nous a amenés à vouloir faire du grec, parce que justement, on avait appris beaucoup de choses sur l'Antiquité, donc sur les Grecs, et on voulait peut-être en savoir un peu plus. Mais nous aussi, nous voulons en savoir un peu plus. François Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur de Histoire antique, Histoire ancienne, avec un point d'interrogation chez Passé Composé. Et avec Caroline Fourgeau-Laville, de Graver pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures. Bonjour Caroline Fourgeau-Laville. Bonjour. Avec l'évocation ici pour ouvrir cette émission du grec, au sens de langue grecque. François Lefebvre, il faut le dire, l'enseignement du grec à l'école a été chahuté ces dernières années. Oui, il souffre comme toutes ces disciplines qui ne paraissent pas spontanément rentables au premier coup d'œil. Donc pour nos gestionnaires, ce sont évidemment des parties faibles, alors qu'elles gouvernent tellement de choses, et notamment pour l'épanouissement des enfants et la connaissance de notre propre langue. Caroline Fourgeau-Laville, dès lors, il est important de mettre en avant le grec. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai fondé une association en 2018 qui enseigne le grec ancien aux tout petits, entre 7 et 10 ans, vous voyez. Donc, c'est vraiment les tout petits minuscules. Et il se trouve que ça s'appuie sur des études qui ont montré que le grec ancien pouvait être très formateur, notamment sur l'argile cérébrale des enfants, et qui illumine des parties du cerveau qui, sans le grec, resteraient sans doute endormies. Cette association, c'est Eureka. Eureka. Bah voilà, nous dont l'avons trouvé. François est le vice-président. Ah bah voilà, François Lefebvre, vous faites partie de cette association pour mettre en avant cette langue. Il est possible, jeune, de se plonger dans le grec et moins jeune aussi de redécouvrir le grec. C'est un peu la vocation de la collection Dans la vie des classiques des petits grecs. Vous publiez Gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures. Il faut le dire, François Lefebvre, bien sûr, il y a ce plaisir de découvrir la langue. Il y a aussi une histoire de la langue grecque dans cet ouvrage-là. Et c'est très rassurant d'ailleurs pour nous de suivre un peu ce parcours. Les langues ont une histoire. Oui, l'épigraphie, les inscriptions sont très importantes pour l'historien, mais elles le sont d'abord, et au moins autant pour les gens qui étudient la langue, car sur les pierres, les gens écrivaient comme ils parlaient, ce qui n'est pas forcément le cas d'Hérodote ou de Thucydide, qui ont une langue un peu artificielle. Et donc c'est comme ça qu'on connaît les dialectes, qu'on peut ou pas corriger les manuscrits, parce qu'on voit véritablement quelle était leur orthographe, etc., etc. C'est dire que pendant longtemps, l'étude de la Grèce antique s'est faite à partir des textes, et que, à un moment, on s'est dit, tiens, tous ces textes gravés sur des pierres ici et là, on leur intéresse à donner une autre lecture de l'Antiquité grecque. Alors c'est exactement ça. Moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que en gros le 5e siècle dont tout le monde parle avec la Ligue de Délos, etc. c'est 2 bouteilles de formol sur lesquelles il y a écrit pour l'une Hérodote et pour l'autre Thucydide. Les inscriptions qui sont venues par centaines, par milliers, par dizaines de milliers à partir du 19e siècle nous ont appris à reconsidérer les choses, notamment à sortir d'Athènes, qui était quasiment notre seule porte d'entrée sur la civilisation grecque. Vous le ressentez, vous aussi, Caroline Fourgeau-Laville, le fait que ces textes écrits sur des pierres, ces textes gravés, sont d'un autre registre que les textes littéraires qui, parfois, peuvent être plus durs d'accès. Oui, certainement, parce que les inscriptions sont pratiquement la meilleure porte d'entrée vers la Grèce antique. Pourquoi ? Parce que même si on n'a pas fait Thucydide en classe, en effet, on croise rarement Thucydide au coin de la rue. En revanche, on traverse souvent un musée et donc on est souvent au contact d'inscriptions, où on fait un voyage en Grèce et on voit ces inscriptions. Alors elles restent souvent mystérieuses. C'est un peu aussi
aussi la raison pour laquelle on a voulu faire ce livre, François et moi. C'est pour rappeler qu'il y a une évidence du grec ancien parmi nous, il est un petit peu partout, mais il reste un petit peu hermétique parce que ce que François disait, il y a une magie de la langue grecque qui est restée presque inchangée depuis le Mycénien jusqu'à aujourd'hui. C'est tout à fait étonnant de voir que thalassa, des Grecs modernes est le même en mycénien, est déjà existant en mycénien. La mer. La mer, voilà, exactement. Donc la langue n'a pas tellement changé, mais l'écriture, elle, au contraire, elle est très piégeuse. Et donc même si vous avez fait 20 ans de grec ancien, eh bien, vous ne pouvez pas forcément lire une stèle au Louvre, vous ne pouvez pas vous balader très facilement sur les sites archéologiques sans être un peu initié. Alors, juste pour ne pas déboulonner totalement les statuts des commandeurs, il y a aussi un dialogue très intéressant entre les inscriptions et les grands auteurs. Par exemple, il y avait un passage de Thucydide qu'on voulait absolument modifier, que les philologues voulaient absolument modifier. Ils pensaient que c'était une erreur. Et il y a une vingtaine d'années, il y a une découverte fantastique dans la cité d'Argos. C'est un passage de Thucydide qui parle d'Argos, à l'occasion de fouilles de sauvetage. Et on a eu la preuve qu'il fallait absolument pas corriger Thucydide et que lui était rentré dans le dialecte argien et qu'il employait le bon terme. Ah oui, voilà, avec cet écho qui se fait comme ça, oui. C'est fascinant. Hein. Ce qui est tout à fait formidable avec les inscriptions, c'est qu'elles sont souvent minuscules, d'ailleurs, elles sont des détails, a priori, de notre paysage helléniste, et pourtant, elles font sauter les verrous épistémologiques, tout à fait considérables. Par exemple, vous voyez, il y a une toute petite inscription de rien du tout, qui est écrite en mycénien, en linéaire B, et pourtant, elle a fait reculer notre connaissance du grec de 1000 ans. Et cette petite tablette minuscule se trouve au Musée national archéologique à Athènes. On peut passer devant sans le savoir et elle a été déterminante. Elle a été trouvée par Carl Blegen qui avait travaillé avec Schliemann en son temps à Troyes et auquel on avait confié les fouilles de Pylos. Et c'est à Pylos que Blegen a trouvé cette toute petite tablette qui a confirmé les recherches qui avaient été initiées par Michael Ventris et John Chadwick et bien avant eux par Alice Cobert qui avait eu l'intuition que ces tablettes trouvées par Evans sur le palais de Knossos pouvaient être du grec. Ah ouais, ici une chronologie qui s'écrit et des inspirations anciennes. François Lefebvre, d'où vient le grec ? Le grec est une langue indo-européenne, c'est-à-dire en fait c'est la nôtre, de ces familles de langues qui sont parlées de l'Inde jusqu'à l'Islande aujourd'hui. Et justement, c'est une des rares langues, elle est centrale dans les processus de reconstitution puisqu'on la suit sur des millénaires, notamment grâce aux inscriptions et grâce au linéaire B, alors qu'il n'est pas alphabétique. Ça c'est une autre. Et que Thalassa n'est sans doute pas de l'indo-européen du tout. Il y a quelques subsistances pré-indo-européennes, mais enfin, en gros, nous sommes dans notre jardin tout de même. Et alors d'où vient l'alphabet ? Ça, c'est une autre question, parce que le grec, c'est une langue, l'écriture de cette langue, c'est un autre registre. Alors voilà, l'alphabet. Alors justement, je vous parlais du linéaire B, il se trouve que ce n'est pas un alphabet, c'est un syllabaire. Mais si vous voulez, la langue, et c'est ce que j'apprends d'ailleurs aux enfants qui suivent les ateliers de grec, la langue grecque a trouvé plusieurs coquilles, plusieurs refuges, comme un Bernard l'Ermite. Donc on a évidemment cet alphabet grec que nous connaissons tous, mais on a aussi le linéaire B. Le linéaire B, c'est un syllabaire, donc un signe correspond à une syllabe, mais c'est très difficile un syllabaire puisque cela correspond à 88 signes, c'est donc très lourd à apprendre, auquel on ajoute à peu près 200 idéogrammes, donc c'est colossal. Et d'ailleurs, ça n'était connu que des scribes professionnels ou bien de l'élite des grands palais. Au contraire de l'alphabet qui vraiment occasionne une révolution et qui d'ailleurs s'apparente à la naissance des premières cités-États. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'évidemment l'alphabétisation correspond aussi à une ouverture vers la démocratie petit à petit. Et cet alphabet nous vient des Phéniciens. Et alors c'est amusant, j'en parle dans mon nouveau livre Humanité qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un jeune enfant m'a dit, mais enfin madame, si les Phéniciens ont donné leur alphabet aux Grecs, après il ne leur restait plus rien aux Phéniciens. Mais évidemment c'est la magie extraordinaire de ces premières transmissions, c'est qu'elles ajoutent, elles cumulent des savoirs et c'est une confluence de cultures évidemment qui a formé l'écriture du grec ancien, cette écriture alphabétique qui reprend donc des lettres du phénicien, mais le phénicien n'étant pas le grec, les Grecs n'avaient pas l'usage de toutes
toutes les lettres. Donc, ils ont pris certaines lettres pour les transformer en voyelles, puisque le phénicien est un alphabet abjad, comme aujourd'hui l'hébreu ou l'arabe, donc sans voyelles. Les Grecs ont vocalisé. Ils ont transformé, par exemple, l'alpha n'est pas une voyelle au départ. Si on le retourne, c'est une tête de bœuf et ça correspond en fait à une consonne en phénicien. De même que le bêta, c'est beit, c'est-à-dire la maison. Et si on regarde la forme phénicienne du bêta, elle ressemble à une maison avec un toit plat, comme on en trouve au Moyen-Orient, etc., etc. Donc voilà, c'est à la fois l'adoption d'un alphabet et son adaptation à une langue, le grec, qui était parlé donc depuis au moins le XVe siècle. Si je comprends bien, en Grèce, une langue était parlée, il y avait eu des volontés de transcrire cette langue avec le linéaire B notamment, et que dans le même temps, les Phéniciens avaient mis en place l'alphabet, donc les Grecs ont pris des lettres, mais il n'y avait pas la même prononciation, c'est bien cela ? C'est ça, c'est exactement ça. Ils ont même dû ajouter des lettres, comme par exemple upsilon, phi, chi, psi, oméga, les dernières lettres de notre alphabet. D'ailleurs, je dis au passage une évidence sans doute pour nous, mais qui souvent surprend. Le mot alphabet, c'est alpha et bêta. Voilà. Donc, voilà, petite évidence, mais qui souvent surprend en tout cas les élèves ou les gens autour de moi. Donc, oui, il y a eu une adaptation à la langue grecque. Avec ici cet alphabet que nous connaissons, alpha, bêta, nous avons désormais l'alphabet. Et sachez que cet alphabet peut devenir berceuse. Je connais, voyez-vous, peu d'entreprises plus délicates et plus décevantes que d'endormir un bébé qui a décidé de ne pas dormir. J'en fis maintes fois la tentative avec Francine. Un soir pourtant, heureuse innovation, j'eus l'idée que je vous recommande de chanter à Francine l'alphabet grec. L'alphabet grec que je venais d'apprendre et sur lequel j'avais mis une musique de ma composition. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi, oméga. Et puis ça y est, elle dormait, elle s'était endormie. Jean Nohain qui chantait l'alphabet grec en 1958. Jean Nohain, figure de la télévision. Télévision, c'est du grec. Enfin, on trouve les racines grecques, c'est ça aussi. François Lefebvre, qui est pertinent dans l'étude du grec, c'est combien cette langue explique la nôtre. Oui, à tous les niveaux. Vous venez parler de télévision, Xavier. Je vais carrément parler de télécommunication. Tout porte à croire que les premières inscriptions servaient à échanger des messages commerciaux, stratégiques, contractuels par-delà les mers. Donner des instructions, passer des ordres d'achat, ce genre de choses. Le contenant d'un vase, quand on a quelques informations sur le dit vase, eh bien ça permet de transmettre une information au bout du monde. Oui, parce que télé, c'est ça, c'est ce qui est loin. Avec cette épigraphie, François Lefebvre, dans l'écriture de l'histoire de la Grèce antique, vous nous l'avez dit, l'intérêt porté par ces inscriptions sur des pierres n'a cessé de se développer avec la mise en place de corpus gigantesques. Ce n'est pas la même chose d'avoir un texte entier d'un auteur identifié et des tas de petits textes. Comment manipuler cela ? Parce qu'il y a des difficultés de datation, des difficultés même de contextualisation de ce document. Oui, alors déjà il faut les déchiffrer, mais on en reparlera peut-être. Ensuite, effectivement, c'est une poussière de documentation qui a dû étourdir beaucoup les premiers épigraphistes des grandes missions. Un de mes grands maîtres qui s'appelait Jean Bousquet et qui étudiait à la Sorbonne dans les années 30 avait eu comme maître lui-même un des épigraphistes de la Grande Fouille de Delphes dans les années 1890. Et c'est quelqu'un qui publiait qui devait lire, déchiffrer les dizaines d'inscriptions que chaque jour on lui apportait à Delphes où il y a des milliers de textes. Et Jean Bousquet m'avait raconté qu'il lui avait demandé, l'épigraphiste en question s'appelait Émile Bourguet, il lui avait demandé mais comment faisiez-vous ? Enfin, il était émerveillé. Et il paraît qu'Émile Bourguet avait eu cette réponse et lui avait dit Bousquet, l'avantage c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de bibliographie.
Et donc, il n'y avait qu'à lire les textes, et comme ces gens-là, à l'époque, connaissaient par cœur leur Thucydide, leur Xénophon, leur Polybe, eh bien, ils recollaient les morceaux assez rapidement. Enfin, ils avaient une clairvoyance extraordinaire dans l'instant. Bon, ensuite, ce sont des décennies et des décennies de travail de spécialistes qui, tout d'un coup, se souviennent que telle partie manquante de tel texte peut être dans tel musée, etc. On trouve aussi les parties manquantes. Il faut faire très attention quand on restitue un morceau de texte raté, perdu, parce que on peut toujours trouver le corrigé. Alors il faut y aller avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de modestie. Parce que, François Lefebvre, comment se passe ici le travail autour d'une inscription ? C'est-à-dire que au moment d'un chantier de fouilles, par exemple, des éléments d'écriture sont trouvés. J'imagine qu'il est rare de trouver un texte complet sur une pierre, mais ça doit arriver aussi. Hein. Ça arrive. C'est presque ennuyeux. Donc après, c'est façon puzzle qu'il faut travailler. C'est exactement comme ça. De la même manière qu'un architecte, à partir d'un bout de base de colonne, d'un bout de tambour, d'un bout de chapiteau, d'un bout d'architrave, avec l'habitude, peut reconstituer un temple, nous avons aussi notre grammaire ou nos grammaires, et à partir de quelques morceaux, avec l'habitude, on arrive à savoir à peu près où on est. Et puis ensuite, alors bon, d'abord il faut déchiffrer, ce qui peut être compliqué, parce que l'épiderme des pierres peuvent être très abîmé. Donc là, il y a tout un tas de techniques, un bon éclairage rasant, etc. Puis ensuite, c'est un travail il faut transcrire le texte en minuscules, c'est un travail de cabinet, en réalité. On connaît des parallèles, parce que ce sont souvent des formulaires un petit peu stéréotypés. On connaît la langue, on repère des noms propres, un peu comme Champollion, qui permettent d'ancrer dans l'histoire. La forme des lettres aussi, d'abord, est une première indication, etc. Et petit à petit, chacun apporte sa pierre. Voilà, mais on peut passer des années et des années à réfléchir sur un texte avant d'en proposer une publication. C'est-à-dire que la forme des lettres peut donner une datation ? Tout de suite, mais c'est une fourchette. On ne confond absolument pas une écriture du VIe siècle avant Jésus-Christ avec une écriture de l'Empire romain. Ça se repère au premier coup d'œil. Mais ça, c'est à 50 ans près. C'est un peu le carbone 14 de l'épigraphie. Oui, et c'est vous, en fait, historien, archéologue, qui devenez le carbone 14 par votre regard. Ici, il est bien difficile de saisir ce que porte ce texte, tant les supports sont variés, ou en tout cas, les destinataires sont variés. Pourquoi les Grecs écrivaient-ils sur des pierres ? Alors, j'imagine, bien sûr, la grande dédicace d'une statue, mais ça peut prendre absolument toutes les formes. Oui, alors là, vous posez la question clé, parce que en réalité, on se demande encore pourquoi. Donc c'est le titre du livre, hein, Gravé pour l'éternité. Il y a deux types de documents. Les documents privés, c'est par exemple une épitaphe sur une pierre tombale. Donc là, nous avons les mêmes, on peut comprendre de quoi il s'agit. Et puis il y a surtout les documents publics, des traités, des décrets, des comptes publics, des lois, des listes de magistrats, etc. Et là, bien parfois on peut se poser la question, ce ne sont pas des archives que nous avons. Les archives, elles étaient en papyrus, très soigneusement rangés dans des édifices dédiés. Et puis certains textes, ils ont considéré qu'il fallait, parfois ils le disent explicitement, en laisser une trace pour l'éternité, pour toujours. Après, le statut de ces textes est complexe parce que se pose la question du récepteur. Qui allait les lire ? Et quand on voit les centaines de textes écrits avec des lettres d'1 centimètre de haut, par exemple, sur le mur polygonal à Delphes, même si ces textes étaient peints, ce qui les rendait un peu plus lisibles, on peut se demander, alors, attirer la protection des dieux sur les décisions transcrites, ça c'est sûr. Après, pour le reste, c'est en fait très délicat, si bien qu'un grand épigraphiste français avait l'habitude de dire que ces textes étaient au moins autant transcrits pour être là que pour être lus. C'est ça, c'est la présence du texte. Et puis après, savoir cette utilité, Caroline Faugeron-Laville, c'est incroyable de voir comment ces gens de l'Antiquité ont pu écrire autant. Mais oui, c'est tout à fait étonnant, d'autant qu'on parle généralement d'une civilisation de la parole. Et il y a là un paradoxe, évidemment, de savoir que dans cette civilisation de la parole, on pense tous à Homère, aux Aèdes, à cette tradition de l'oralité, qui s'inscrit même dans la démocratie naissante, qui en fait est validée par l'Iségoria, c'est-à-dire la participation à la prise de parole générale de tous les citoyens. Donc la parole est dominante et la parole est très importante et se trouve pratiquement mise en concurrence avec l'écrit, et on le voit par exemple dans le Phèdre de Platon, qui fait un peu son procès à l'écriture en disant mais enfin la véritable, un homme se construit sur sa mémoire et non pas avec l'écriture, qui apparaît un peu comme, vous savez, aujourd'hui une intelligence artificielle d'une certaine façon, une sorte de prothèse inutile ou bien dont il faut se défier absolument. Et j'ai trouvé ça étonnant, évidemment, cette réflexion qui n'est peut-être que celle de Platon, mais il
n'empêche que l'écriture, elle a son rôle, elle a son statut, elle est partout présente sur l'agora, elle est partout présente autour des sanctuaires. Très étonnant de voir, on parlait du mur polygonal de Delphes, mais vraiment, chacun veut laisser son empreinte. C'est tout à fait stupéfiant. Et je pense à ce pouvoir symbolique des lettres qui était d'évidence le cas déjà dans la Grèce antique et qui le demeure aujourd'hui, parce que si les premiers glaneurs de lettres, comme je les ai appelés dans le texte d'Engravé pour l'éternité ou dans les humanités, dans mon livre à l'Observatoire, si les premiers glaneurs de lettres ont été captivés par ces lettres grecques, sans savoir nécessairement toujours les traduire, c'est parce qu'elles ont une puissance vraiment de séduction intense. Et donc, on peut retrouver aujourd'hui du grec aussi bien à Malibu, par exemple, c'est incroyable. Vous voyez, il n'y a pas que Alert à Malibu, il y a aussi la Villa Getty, qui, par exemple, détient un très beau petit anneau d'or du VIe siècle, en provenance d'Argos. Donc, c'est incroyable de se dire qu'il a été sauvé au milieu de 600 autres anneaux à Argos dans les Raïonnes, parce qu'il était beau et parce qu'il a capté l'attention de quelqu'un, évidemment. Mais aussi, on retrouve au Tiss Museum, en Nouvelle-Zélande, alors ça c'est extraordinaire, un petit tesson qui valide pratiquement le sujet de notre émission. Pourquoi enseigner encore le grec aujourd'hui ? Eh bien pour arriver à comprendre le petit tesson qui vous dit Erostai Yokomai, j'espère que tu te portes bien, et qui est un petit tesson qui date du IIe siècle, qui a été trouvé en Égypte et qui se retrouve en Nouvelle-Zélande. Bon c'est fabuleux. Dans la Grèce antique, les cris on n'y coupe pas, enfin on y coupe de Nestor. Je suis la coupe de Nestor qui se boit bien. Celui qui viendra à boire à cette coupe, celui-là sera aussitôt saisi du désir d'Aphrodite à la belle couronne. Léopoldine H. qui lisait ici l'inscription présente sur la coupe de Nestor. La coupe de Nestor, nous sommes dans un lointain passé, 8e siècle avant Jésus-Christ à peu près, François Lefebvre. Alors, dans Gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures, publié aux Belles Lettres, il y a ici, document après document, au-delà de tout l'appareil qui nous rappelle l'histoire de la langue et de l'écriture de la Grèce, ces focus. Qu'est-ce que la coupe de Nestor ? Qui a-t-il écrit ? Alors, on vient de l'entendre, traduit évidemment ici, mais c'est un petit document du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on est vraiment là où le grec commence à apparaître. Le grec au sens de l'écriture grecque avec un alphabet. Voilà, c'est une des plus anciennes inscriptions connues et qui est tout à fait extraordinaire, qui d'abord est versifiée. Donc la poésie est très présente dès le début, et donc c'est un texte qui est incisé sur un vase par ailleurs pas très très beau, c'est une coupe assez vulgaire, qui a été trouvé dans une tombe à Pithecus et Ischia, aujourd'hui dans la baie de Naples. L'objet, on le sait, a été fabriqué en Asie mineure, donc il a beaucoup voyagé. Et le texte qu'il porte, qu'on vient d'entendre, est assez fascinant parce qu'il fait allusion directement à un passage de l'Iliade, qui est quasi contemporaine, pense-t-on, de cette coupe elle-même. Ce qui montre à la fois la circulation des objets, la circulation des poèmes, la circulation de l'alphabet, qui est quelque chose de, semble-t-il, encore assez récent à ce moment-là. Et alors il y a plusieurs manières de comprendre le texte, mais la manière la plus drôle est vraiment piquante, puisque en gros le texte signifie que dans l'Iliade, Nestor, le grand roi Nestor, le vieux roi Nestor, a une coupe somptueuse, magnifique, qui est décrite assez longuement, alors que le présent objet est plutôt assez moche, mais que en gros, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, les effets seront les mêmes une fois consommation. C'est joli. C'est très joli, associé à une coupe. Mais cette coupe, on l'a dit, du 8e siècle avant Jésus-Christ, est-elle lisible ? En tout cas, l'inscription est-elle lisible plusieurs siècles plus tard ? Parce que si nous nous projetons sur notre vécu, un texte d'aujourd'hui, nous le lisons assez facilement. Faut que la personne écrive bien si c'est manuscrit. Mais si nous nous projetons 3-4 siècles en arrière, on sait qu'il y a tout un travail de paléographie à effectuer. Est-ce le cas ici avec le grec ? Alors non, parce que dans l'immense majorité des cas, jusqu'à une époque très avancée, ce qui est conservé
Ce qui est cassé, c'est autre chose, il faut le restituer. Mais ce qui est conservé est très lisible parce que ce sont ce qu'on appellerait des lettres bâtons. Ce sont des majuscules. Donc il y a guère de difficulté quand une lettre... Alors s'il ne reste plus qu'un petit morceau de lettre, par exemple un petit morceau de triangle, le sommet supérieur d'un triangle, alors là, ça peut être un lambda, ça peut être un alpha, ça peut être un delta, mais le contexte le dit. Hein. Voilà. Quand François dit que c'est très facile, je dois dire que souvent on peut confondre un gamma avec un delta, etc. Alors là, il faut connaître le grec. Vous comprendrez pourquoi je ne fais jamais de mots croisés. C'est pas possible. Il faut pouvoir se reposer aussi. Oui, parce que c'est ça, ça s'apparente au mot croisé. Essayer d'identifier une lettre à l'intérieur d'une association d'autres lettres. Qui va faire gagner un mot. En fait, c'est typiquement là où échoue l'intelligence artificielle, parce que un logiciel a été conçu assez récemment, Ithaka, qui nous promettait en fait de combler les lacunes, etc., et de corriger le grec, d'arriver à le dater, d'arriver à identifier un lieu d'une provenance d'une inscription. Et en réalité, le taux d'échec est colossal, puisque évidemment, il faut avoir l'expertise humaine pour arriver à faire se croiser tout ce type d'expertise. Même si l'intelligence artificielle, en tant qu'outil, peut aider ici dans la recherche pour au moins avancer un maximum d'hypothèses. C'est-à-dire que si on lui donne un texte non corrompu, non lacunaire, elle est formidable. Parce qu'elle, comme n'importe qui, c'est-à-dire en fonction de l'onomastique ou la toponymie présente dans le texte et la forme des lettres, elle arrive évidemment à dater d'une manière très fiable. Mais dès qu'un petit problème arrive, elle n'a pas l'intuition d'un François Lefebvre. Ah bah voilà. C'est trop me flatter. Les technologies modernes sont très intéressantes justement pour le déchiffrement, parce que là, avec la coupe de Nestor, on a parlé d'un objet en céramique, mais très souvent, ce sont paradoxalement les pierres qui sont les plus difficiles à déchiffrer. Il y a qu'à se promener dans nos cimetières pour voir à quel point la pierre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas éternelle. Et là, avec des techniques de photographie spéciale, de manipulation en 3 dimensions, il y a moyen de gagner de ci, de là, une lettre, 2 lettres. Et ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Vous savez, on dit toujours pas d'un iota. Un iota peut être décisif. Alors, on revient toujours au grec dans cette émission du cours de l'histoire consacrée à la beauté du grec. Déchiffrer des lettres antiques. La difficulté ici est bien de déchiffrer, parce que nous l'entendons, ces étapes, avec au début la fouille pour découvrir l'élément. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ce puzzle que vous évoquiez, François Lefebvre. Et puis après, faut essayer de le lire. L'épigraphie a ses techniques, l'estampage par exemple, qui permettent à l'aide d'un papier sans colle, mouillé et appliqué sur la pierre, de conserver indéfiniment, une fois séché, sous une forme facilement transportable, le calque exact en relief de la gravure en creux. L'épigraphie suppose dans le déchiffrement une ténacité à la fois objective et savante. Objective pour écarter toute idée préjudicielle et pour ne pas lire sur la pierre ce qu'on veut y découvrir. Savante parce que tout de même, après la première étape, et lorsque l'épiderme de la pierre trop endommagée résiste aux tentatives de déchiffrement quasi mécanique, lettre par lettre, il faut bien procéder par conjecture, essayer d'imaginer quel mot devait être inscrit et recomposer des traces d'abord illisibles. Mais il arrive aussi que le doute demeure. Telle lettre, la seule qui subsiste d'un mot important, est-elle un lambda, un alpha ou un delta? Et ces querelles, non de mots mais de lettres, mettent en branle parfois les amours-propres. Cependant, tout cela n'est que l'aspect extérieur de l'épigraphie. D'abord, elle a un mérite unique, elle nous apporte des documents contemporains des événements. La tradition manuscrite a derrière elle des siècles de transcriptions et de copies. Au contraire, les textes gravés dans la pierre ont l'éclat de l'authenticité. L'archéologue Georges Dau, en 1952, il était alors directeur de l'école française d'Athènes. Il est resté 20 ans directeur de cette école, François Lefebvre. Oui, c'est de Georges Dau la formule que j'ai employée tout à l'heure sur le fait que ces inscriptions étaient existait au moins autant pour être là que pour être lu. Je retiendrai un mot dans cette belle intervention de Georges Dau. C'est le mot épiderme. Il a parlé d'épiderme, des pierres. Et ça peut paraître étonnant, mais il y a une forme de sensualité à la lecture de ces documents. Ces documents sont en relief. C'est-à-dire que les lettres sont des creux, très fins, très peu incisés. Et parfois, quand l'œil fait défaut, eh bien, c'est le doigt
qui peut arriver à distinguer ce qui, d'un marbre poli, qui est d'une douceur incroyable, quand c'est frais, permet de repérer les choses. Il y a l'estampage dont il a parlé, mais il y a aussi le charbonnage. Alors le charbonnage, c'est mouiller la pierre avec un morceau de charbon de bois, passer dessus et frotter avec le doigt, délicatement. Moi, je rapproche ça assez volontiers de cet épisode de l'Odyssée, vous savez, à la fin de l'Odyssée, quand la nourrice d'Ulysse le reconnaît grâce à une cicatrice sur son épiderme, sur sa peau. Et nos pierres sont inscrites. On a voulu laisser une trace, une empreinte. Ça se dit caractère en grec. Ça se dit caractère. Et il faut arriver à repérer ça. Et alors c'est pour ça qu'un auteur, Vassilis Alexakis, romancier franco-grec, avait écrit il y a quelques années, on l'avait un tout petit peu conseillé, un roman qui s'appelle La langue maternelle, qui avait eu un prix Médicis en 1995, et il avait inventé le personnage d'un épigraphiste aveugle, qui en réalité arrive qui a une clairvoyance supplémentaire du fait qu'il arrive à mieux sentir ces choses-là. Alors, bon, faut pas trop romancer non plus, mais enfin l'exercice est très polyphonique. Et puis, il y a cette proximité pour ajouter à la sensualité de ce que vous venez d'évoquer, François Lefebvre, et en écho à ce qu'on entendait dans l'archive de Georges Dau, la proximité avec les contemporains, au sens où tous ces textes que nous évoquons, ces grands auteurs de l'Antiquité, sont connus par des copies, et des copies, et des copies à travers le temps. Or là, avec l'épigraphie, nous sommes au plus près du document. Ah oui, bien sûr, il y a une proximité immédiate et c'est ce qui crée l'émotion, évidemment, dans un musée, par exemple, de se retrouver en face d'un vase et de pouvoir lire la signature du potier ou du peintre. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tout à coup, alors évidemment, il y a des grands noms. On a l'habitude, quand on est helléniste, de traduire Thucydide, Sophocle, etc. Donc, et on recompose l'histoire par les grands noms. Mais avec l'épigraphie, on a affaire à des artisans, on a affaire à des hommes et des femmes qui sont morts. Les femmes existent, par exemple, on n'en parle pas assez, mais enfin, au moins là, quand elles sont mortes, elles sont parfois présentes sur une épitaphe dont on dit les qualités, toutes les qualités. Et je trouve que c'est une façon de rendre à la Grèce antique, disons, ces vies minuscules, et donc de réécrire l'histoire, parfois en la corrigeant d'ailleurs, parce que on ne le dit pas assez, mais l'épigraphie, elle apporte beaucoup aux humanités, parfois même en les corrigeant, en corrigeant ce que nous pensions savoir. C'est vrai des oracles, des lamelles oraculaires que l'on a retrouvées. Par exemple, si vous lisez Hérodote ou d'autres, vous avez l'impression que les oracles font référence à des grandes questions concernant les guerres. Évidemment, on pense tous à Crésus, qui aurait consulté plusieurs oracles pour savoir s'il devait faire la guerre contre les Perses, et auquel, évidemment, on aurait répondu, écoute, si tu franchis le fleuve, une grande armée un grand empire sera vaincu. Évidemment, il ignorait que ce serait le sien. Bon, alors ça, on a toute une série comme ça d'anecdotes de grands oracles très amusants et parfois souvent obscurs, alors que la réalité est tout autre. Les lamelles oraculaires font référence à des questions vraiment de la vie ordinaire, la santé, le mariage, est-ce que je dois prendre la mer aujourd'hui? Enfin, vraiment des questions très simples. Et suis-je le père? Et suis-je le père, surtout, bien sûr, dans une civilisation où la filiation était capitale. Ah, c'est étonnant ça. Ces lamelles ont quelle matérialité? C'est des lamelles de plomb. De plomb. En général. On en trouve profusion à Ioannina, si vous allez au musée d'Ioannina, puisque c'est non loin de Dodone, qui était le grand sanctuaire. Probablement l'un des plus anciens oracles a été rendu à Dodone, donc on est au nord-ouest de la Grèce, et à Dodone on a presque 2000 lamelles, donc et elles sont numérisées puisqu'on faisait justement référence aux nouvelles technologies. Vous voyez, ce qui est fantastique aussi, il faut quand même prendre la proportion, la juste proportion des choses, c'est que les inscriptions, elles sont au moins 200 000 quand même. C'est quand même extraordinaire, et donc on a numérisé énormément d'inscriptions. Et on peut parfaitement aussi bien voyager à Aïr Hanoun, par exemple, au musée de Kaboul, que au Tis Museum, etc. On peut faire vraiment le tour de la planète simplement au fil des écritures grecques. Il ne faut pas se contenter de regarder les pierres, parce que je l'entends depuis le début que nous échangeons. Donc nous avons des pierres, nous avons des poteries également, désormais des lamelles de plomb. L'écriture peut se
porter sur toutes les matérialités possibles. Alors l'épigraphie, c'est la science de ce qui est écrit sur des supports en dur. Que ce soit incisé ou que ce soit peint. Et parmi les documents touchants, il y a cette série, alors moins nombreuse parce que c'était sur du plomb. Et donc les métaux ont pu être récupérés au fil des âges. La pierre est moins intéressante. C'est la correspondance privée. Donc sous forme de lamelles, de petites feuilles de plomb qui étaient roulées pour pouvoir être transportées, et nous avons mis quelques exemples dans le livre, avec notamment, c'est une découverte assez récente qui provient de l'Agora à Athènes, cette lettre d'un adolescent, d'un jeune apprenti qui a été placé dans une fonderie et qui écrit désespéré à ses parents pour les prévenir qu'il est maltraité par son patron, et c'est un cas de maltraitance des jeunes tout à fait étonnant. Nous l'écoutons, cette lettre. Lésis demande par cette lettre à Xénoclès et à sa mère de n'être en rien indifférent au fait qu'il est en train de périr dans la fonderie, mais qu'ils aillent voir ses patrons, et qu'on lui trouve quelque chose de mieux. Car je suis livré à un type très méchant. Je péris sous les coups de fouet. Je suis attaché. Je suis couvert d'insultes. Encore et encore. Avec cette lettre, nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ. On la retrouve bien sûr dans Gravé pour l'éternité, l'ouvrage que vous publiez tous les deux, Caroline Fourgeot-Laville et François Lefebvre, aux belles lettres, dans la collection La vie des classiques, ce sont les petits Grecs. Dites-nous, sur une lettre ici, donc sur du plomb, c'est toute une histoire qui se raconte, parce que un enfant, un jeune homme, un adolescent maltraité, on ne l'imagine pas écrire sur du plomb, donc c'est une histoire qui se met en place autour de ces quelques mots. Oui, un drame qui est pris sur le vif, et ça, ce sont le genre de choses que les inscriptions peuvent tout à fait nous apprendre. Tout porte à croire qu'il l'a écrite lui-même. C'est en général l'idée qu'on retient, ce qui amène après à une question beaucoup plus vaste, de celle de l'alphabétisation, de l'usage de l'écrit, etc. Et ça, c'est le propre de cette documentation. Là, on sort véritablement de Thucydide, c'est-à-dire qu'on entre dans la vie quotidienne des gens. C'est très intéressant d'un point de vue sociologique, d'un point de vue économique, du point de vue du statut de l'adolescence aussi. Enfin, l'adolescent n'existe pas en tant que tel à cette époque-là. Il faut attendre le IVe siècle pour que ça commence un petit peu avec Praxitèle, d'une certaine façon. Et voilà. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a cette lettre aussi de ce pauvre gars désespéré qui a été emprisonné parce qu'on l'a pris pour l'esclave d'un autre. Vaste problème de l'identification et du contrôle d'identité. Il y a erreur sur la personne, et qui appelle aussi désespérément qu'on vienne le sortir de son trou. On a aucune preuve que ces documents soient arrivés à destination. C'est ça qui est un petit peu angoissant. Bon, très égoïstement, on pourra dire que l'essentiel c'est qu'ils nous soient parvenus à nous, mais enfin on peut quand même se poser des questions sur les intéressés. Ah oui, et puis vraiment cette idée-là du pourquoi graver, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, François Lefebvre. Ce qui nous interpelle, c'est que, et je reprends le titre de l'ouvrage, Gravé pour l'éternité, c'est que il n'est pas possible pour d'autres gravures que celle-là, cette lettre que nous venons d'entendre, c'est de la communication entre deux individus qui peut rester, pourquoi pas, c'est le cas et c'est tant mieux pour nous, mais qui peut disparaître. Mais dans la plupart des cas, c'est écrire sur des pierres pour que ça reste. Mais à travers le temps, c'est cette pluralité de signification des textes qui est intéressante. C'est que les contemporains puissent les lire, et pas seulement, au-delà encore. Oui, bien sûr. Je pense qu'évidemment, les Grecs avaient absolument conscience de la fragilité du support du papyrus, et donc savaient que pour gagner cette part d'éternité, il fallait se reporter sur la pierre. Et la plupart des lois, par exemple, existaient enroulées et confiées à une sorte d'armoire sur l'agora, mais évidemment, elles étaient également affichées. Il y avait une publicité, on rendait public. Et c'est très important que j'imagine, du moins, qu'il y avait une importance de la mise en contact des textes avec le public. On le voit, par exemple, dans le très grand mur de loi de Gortyn, qui vraisemblablement était illisible pour le commun, parce que c'est au moins 8 mètres sur 2, enfin c'est la plus vaste probablement inscription, d'ailleurs juridique qui soit, c'est un cas d'école si vous voulez, mais illisible, mais je pense que l'important c'était d'afficher et de rendre public ces textes. Une petite confidence, cher Xavier, nous avions songé d'abord au titre « Gravé dans le marbre ».
Ah oui, bah oui, et d'un seul coup, ça réduisait le champ des possibles. Voilà. Alors ça voulait bien dire ce que ça voulait dire dans l'imaginaire collectif, parce que c'est une expression qui s'emploie toujours. Et l'idée était juste. Mais malheureusement, c'était très réducteur par rapport à la variété des supports auxquels nous avons affaire. Donc après des négociations serrées, nous sommes arrivés à ce titre. Et alors effectivement, la question de la publicité est importante. Il faut savoir par exemple qu'à Athènes, tous ces documents publics qui finissaient, dont une partie finissait par être gravée sur la pierre, étaient d'abord affichés sur des panneaux de bois peints simplement sur l'agora, et tout le monde pouvait aller voir, vérifier, porter des recours et ce genre de choses. Nous avons affaire d'une certaine manière à ce que, on va quand même revenir à lui, à ce que Thucydide appelait une acquisition pour toujours. Il y a cette idée sous-jacente. Oui, parce que ce n'est pas facile de graver du marbre, et même en s'y prenant savamment et en ayant du temps, moi je suis certain que je casserai la pierre et que je n'y arriverai pas. François Lefebvre, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'épigraphies peintes. Alors bien sûr, nous nous projetons dans un autre monde, c'est un monde romain, avec Pompéi, cas très particulier. A-t-on d'ailleurs conservé des traces de peinture ou d'écriture autres que des choses gravées dans de la pierre ou gravées dans du plomb? Alors il y a quelques inscriptions peintes, mais il y a des problèmes de conservation. Il y a aussi les mosaïques en tesselle qui peuvent porter, mais sont des textes très courts, signature de l'artiste ou petite légende. Ces panneaux de bois provisoires qui étaient peints, ils étaient provisoires, donc par définition, ça ne durait pas plus longtemps que cela. Mais ça nous permet de nous projeter dans une cité grecque de l'Antiquité et à côté de ces pierres gravées. Et j'ai bien entendu qu'elles pouvaient être peintes pour mieux lire les lettres, oui. Que les lettres pouvaient être peintes. Oui, d'ailleurs, il pouvait y avoir deux ouvriers à cette tâche. Ça n'était pas... On appelle les lapicides ces ouvriers un peu spécialisés et qui avaient charge de graver les pierres. On a des ateliers, on sait, par exemple à Delphes, 2 ateliers ont été au moins au IVe siècle identifiés. Mais parfois, le même ouvrier pouvait être à la fois graveur de pierre, peintre, et pouvait faire aussi, je ne sais pas, un petit peu de restauration de monuments, voilà. Mais on peut s'interroger aussi sur l'éducation des lapicides. Étaient-ils vraiment très éduqués? Parfois, oui. On peut supposer qu'ils étaient déjà maîtres d'un langage et d'une certaine connaissance. Mais parfois, il y a beaucoup de fautes, vous voyez. Et donc, ça aussi, c'est un indice. Par exemple, on a trouvé des inscriptions fautives, enfin en dialecte dorien, disons, alors qu'on avait passé la fameuse réforme de 403 qui imposait le ionien. Donc on voit sans doute un superviseur, un contremaître, qui a dû, lui, corriger l'inscription en ionien. François. On voit qu'il y a des fautes de semi-habiles. Il y a vraiment des lapicides qui comprennent ce qu'ils écrivent. Il y en a d'autres, on peut se demander, c'est du dessin. Et on connaît aussi les tarifs. Dans les décrets, on prévoit le financement de la stèle. Et on sait par exemple que les prix vont entre 1 drachme pour 70 ou 100 lettres. 100 lettres, oui. Ils allaient assez vite. Ah oui, mais dites donc, c'est une journée de documenté. Alors, on peut rentrer dans le quotidien, vraiment. Oui, parce qu'il y a des comptes qui ont été publiés, et donc on sait à peu près combien coûtait, oui, en effet, 100 lettres gravées à Delphes, qui n'étaient pas forcément au même tarif, d'ailleurs, dans un autre sanctuaire. Donc, c'est étonnant de voir. Alors, 1 drachme, c'est l'équivalent d'une journée de travail. C'est une journée de travail. Ouais. Avec ici ces inscriptions gravées, les lettres peintes, et donc... Pourquoi pas, et même sans doute des tas d'inscriptions partout, écrites comme ça, vite fait, avec un bout de charbon, avec des choses. Mais tout ça, ça a complètement disparu. C'est cette documentation qui manque au plus près de l'oralité des gens du passé. C'est ça qui est merveilleux. Donc, avec l'épigraphie, nous y sommes, nous frôlons là cette oralité. C'est ça qui est très très beau. Oui, on a même d'ailleurs, mieux que ça, on a même de la musique. Alors, je ne vais pas chanter au micro, même si je l'ai promis à François. Mais... Si vous l'avez promis à François. Non. On a retrouvé, par exemple, une stèle, la stèle de Seikilos. Enfin, c'est une petite colonne, en fait, gravée, où se trouvent à la fois des inscriptions orales, donc du chant, et des inscriptions musicales. Donc, ça a été retrouvé au 19e siècle, fin du 19e siècle, par William Ramsay, qui était en fait
fait un jeune étudiant d'Oxford qui venait d'avoir une bourse pour aller étudier en Grèce. Et il a rencontré un de ses compatriotes consuls en Anatolie qui lui a dit « Mais écoute, quitte tout, ne viens pas en Grèce, viens chez moi. » Et il a très bien fait, puisqu'en fait, c'est à l'occasion du grand chantier de transformation et du grand chantier ferroviaire ottoman, des travaux avaient été faits, comme aujourd'hui l'INRAP, par exemple, fait des travaux préventifs. Et bien là, c'est la même chose. Ramsay s'est trouvé au contact d'un chantier, a découvert cette petite colonne éblouissante qui se trouve à Copenhague, salle 19. Ah oui, voilà, vous avez même les indications précises pour aller la retrouver. Parce que c'est une histoire qui est très incarnée. Depuis que nous échangeons, nous évoquons ces gens du passé qui écrivent sur des pierres et pas que. Et puis, nous avons aussi ces gens plus proches de nous et moins, mais ceux d'il y a quelques siècles qui commencent déjà à chercher, sachant que tous ces gens-là sont des aventuriers. Les épigraphes passent, en de vermineuses soupentes, des nuits sans sommeil. Le mieux qui leur arrive est de coucher à la belle étoile, le fusil sous l'échine, la tête sur le tube de fer blanc où sont les estampages. Tandis que ceux-là grelottent dans les neiges du Taurus, ou souffrent de la soif à travers les étendues salpêtrées des steppes de la Lycaonie, d'autres fouillent la roche inhospitalière de Délos, ou remuent les pestilentiels marécages de Mantinée. Au retour, quand ils ont ainsi prodigué leur énergie et leur enthousiasme, délabré leur santé, risqué leur vie, montré ici l'habileté déliée du diplomate, là l'endurance audacieuse du soldat, n'y a-t-il pas quelque anomalie à vouloir traiter autrement qu'en hommes ceux qui ont fait œuvre d'homme ? Léopoldine H. qui lisait ici ce texte de Georges Radet. Georges Radet, épigraphiste, archéologue, qui livre le portrait de l'épigraphiste en aventurier. Du Cicéron. Oui. Ah non, mais c'est fantastique. Considérer hommes ceux qui ont fait œuvre d'homme, non mais c'est magnifique. Très, très belle définition d'un humaniste, de ces nouveaux humanistes en fait, qu'ont été ces aventuriers, ces pionniers de l'épigraphie. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au départ, l'épigraphie évidemment n'était pas une discipline enseignée en Sorbonne. On a commencé à s'intéresser aux inscriptions, d'ailleurs avec Cyriaque d'Ancône dès le XVe siècle, en fait, qui a été le premier farfouilleur à travers toute la Grèce d'Antiquité. Mais plus tard, Radet a absolument raison de faire référence aux qualités de diplomate qu'il faut avoir, évidemment, pour traiter avec des locaux auxquels on subtilise quand même une partie du patrimoine, parce que c'est aussi l'époque de Nointel, c'est l'ambassadeur de Louis XIV auprès de la Sublime Porte, qui a été l'un des grands pourvoyeurs aussi d'antiquité en Europe, et de notre fameux Fauvel, qui, sous Choiseul, était aussi, lui, en charge, notre vice-consul à Athènes, et à qui l'on doit, je crois bien, une métope et une plaque du Parthénon, mais il ne faut dire ça à personne, bien sûr. Elles sont exposées au Louvre. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est le regard porté à un moment sur des choses qui n'intéressent pas. Alors je pense aux chercheurs à l'université, l'épigraphie sont des vieilles pierres et ça intéresse pas. Quand même peu à peu se mettre en place des grands corpus avec des volumes assez considérables. C'est au 19e qu'on voit apparaître ce phénomène-là. Alors, Hérodote et Thucydide utilisent déjà les inscriptions, les citent, les commentent et ils font très bien le travail. À l'époque hellénistique, 3e siècle avant notre ère, il y a un certain Polémon d'Ilion qu'on avait surnommé le dévoreur de stèles, qui avait fait les premiers recueils de textes. Après, oui, c'est vrai qu'il faut payer de sa personne. On cite le cas de Karl Ottfried Müller, savant allemand qui, au 19e siècle, est mort, paraît-il, d'une insolation. Voilà. Alors, c'est un cas un peu extrême. Mais oui, c'est un métier passion, évidemment. Et on peut véritablement perdre l'appétit pour déchiffrer quelques lettres supplémentaires, parfois dans des conditions difficiles. Il y a des textes qu'il faut aller lire à la belle étoile. C'est des absences de lumière parasites, avec une lampe électrique, en pleine nuit, etc. Il faut aussi, quand on a l'éclairage naturel, on peut pas faire autrement parce que ce sont des pierres en œuvre sur des murs. Moi, j'ai l'habitude de dire que Delft est un grand livre de pierre dont le soleil tourne les pages parce qu'il faut un éclairage rasant et selon l'heure à laquelle on passe, etc. Voilà, il faut être vraiment très pris par son affaire. Les premiers fouilleurs au 19e siècle ont cherché des trésors, c'est-à-dire des statues.
notamment ce genre de choses. Enfin, c'était le goût des antiquaires. Et on pensait pas trouver autant de textes. Et puis, petit à petit, la discipline a fait son chemin et a gagné ses lettres de noblesse. Oui, je crois qu'en fait, c'est en 1900, en fait. C'est quand Evans a mis au jour les fameuses tablettes de Knossos que là, vraiment, on a eu une révolution et un appétit décuplé pour l'écriture et une quête de sens. Avec le risque aussi de trouver des textes qu'on n'aurait peut-être pas voulu lire. Attention, malédiction. Hécate chtonienne, Artémise chtonienne, Hermès chtonien, dirige ta haine sur Phanagora et sur Démétrios, sur leurs boutiques, leur argent et leurs biens. Je vais attacher mon ennemi Démétrios et Phanagora dans le sang et les cendres, avec tous les morts. Je vais t'attacher d'un tel lien, Démétrios, le plus fort qui soit. Et d'un coup, je vais enfoncer un kinotos dans ta langue. Ça va, cette malédiction du IVe siècle avant Jésus-Christ ne nous est pas destinée, c'est pour Démétrios et Phanagora. C'était contre eux. C'est cette variété de textes aussi qui est vraiment, vraiment fascinante avec ces textes qui sont gravés pour l'éternité en prenant le titre de votre ouvrage. Et qui nous font découvrir aussi cette fameuse part d'ombre de la Grèce. Vous savez, Roger Caillois a écrit un très beau texte, Jeu d'ombre sur les Lades, auquel Jacqueline de Romilly répondra plus tard par ces jeux de lumière sur les Lades. Mais les jeux d'ombre de cette Grèce que l'on connaît mal, c'est-à-dire cette Grèce de la magie, de la superstition, des mystères, s'incarnent pratiquement dans ces lamelles pratiquement vaudou, parce que parfois on pouvait greffer un petit bout de vêtement ou des cheveux, des poils. Voilà, il y avait quelque chose de très animiste finalement et tout à fait surprenant et qui évidemment n'entre pas du tout dans les catégories que nous nous étions faites des études grecques. C'était placé dans les tombes de manière à ce que ça aille jusque dans l'au-delà. Enfin, il y avait même une idée de contamination parce qu'on les jetait au fond des puits, dans les sources. Enfin, c'est vraiment oui, c'est un très humanisme. étudié. En fait, il y a tout l'éternel humain dans les inscriptions. On a Homère. Nous avons commencé par Homère d'ailleurs avec la coupe de Nestor. Il y a les grands historiens, il y a Aristophane, il y a les tragiques, il y a la fureur des plaidoyers judiciaires. Et puis il y a nos textes qui sont une espèce de nos inscriptions qui sont un peu une synthèse de tout ça. Mais elles entrent pleinement dans le corpus des humanités, justement, enfin de ce livre que je viens d'écrire sur les humanités, justement. Et l'introduction fait justement référence à ces grands textes qui ne mettent pas du tout l'homme en valeur. C'est presque le contraire, en fait. Ce sont des textes qui montrent l'homme dans ses faiblesses, dans ses vicissitudes, dans ses viles passions. Donc, je trouve assez intéressant que on puisse aussi réapprendre à lire les grands textes à l'aune de l'épigraphie qui nous ramène à ce que nous sommes profondément. Et ce que nous avons voulu faire avec ce petit livre, c'est justement rendre plus accessible, mettre à la portée du plus grand nombre, à la fois le grec, pour apprendre le grec, parce que c'est très facile de s'exercer avec des inscriptions simples, mais aussi de mettre à la portée du plus grand nombre cette documentation qui reste encore assez ésotérique. Enfin, vous parliez à l'instant des corpus spécialisés. Il faut pas perdre de vue que beaucoup de ces corpus sont des commentaires en latin. C'est-à-dire qu'on a le texte grec et le commentaire en latin et rien d'autre. Donc ça reste tout de même to the happy few. Voilà, nous avons voulu sensibiliser les gens, les publics, les collègues aussi, parce que c'est un peu ésotérique, y compris pour beaucoup de collègues, et montrer toute la richesse, tout l'attrait, tout l'intérêt qu'il y avait dans cette documentation tout à fait extraordinaire. C'est un émerveillement renouvelé. Et moi je le redis, gravé pour l'éternité, l'ouvrage est à la fois extrêmement pédagogique, on l'entend parce que il y a ces pages de rappel pour l'alphabet grec, non mais parce qu'on en a besoin quand même, faut le dire, et on est accompagné, et dans le même temps l'ouvrage est suffisamment pointu pour nous apprendre ce qu'est l'épigraphie et nous offrir des rappels, voire une synthèse sur l'histoire de la langue grecque, parce que quand vous, Caroline Fourgeau-Laville, vous êtes face à des jeunes dans Humanité, votre ouvrage, c'est ce que vous racontez aussi, vous voyez qu'il y a un intérêt pour le grec. La langue semble bizarre puisque les lettres sont bizarres. Et puis, très vite, on est rassuré puisque c'est aussi en partie notre langue.
Oui, bien sûr. Les enfants viennent au cours de grec parce que c'est bizarre. Et je dois dire que je bénéficie de cette aura particulière d'arriver dans une cour de récréation avec un alphabet plastifié et donc qui miroite dans la cour et toutes les petites abeilles viennent s'agréger autour de moi pour découvrir cet alphabet très mystérieux. Donc oui, l'alphabet et son mystère sont intéressants. Pour les enfants, d'abord, évidemment, pour toutes les raisons que l'on connaît très bien, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour eux de lire une langue étrange, donc de comprendre que la difficulté ne doit pas être une cause de recul, mais au contraire, une capacité d'aller en avant. On fait, au fond, on met à bas le mur de la peur. Quand on arrive à déchiffrer une langue illisible, on devient un petit héros de la cour de récréation, évidemment. Donc ça, c'est le premier point, c'est évidemment affronter une difficulté, c'est très important. Ensuite, ils découvrent avec moi comment un mot qu'ils ont du mal à orthographier est en fait d'une simplicité incroyable, comme hippopotame. Eh bien, en fait, derrière hippopotame, qui a plein de P, qui curieusement n'a pas de Y, on aimerait bien lui en mettre un puisqu'il paraît que c'est grec. Donc voilà, hippopotame, c'est en fait hippos, le cheval, et potamos, le fleuve. Donc en fait, je leur apprends à chausser des lunettes 3D et se rendre compte que des mots très complexes, un peu abstraits, un peu linéaires, tout à coup gagnent en relief. Et c'est la porte d'entrée vers une notion beaucoup plus importante, à mon avis, qui est celle de la lecture et du décodage du monde dans lequel nous vivons. Je crois qu'en fait, à chaque fois qu'on ferme une classe de grec, on empêche les enfants d'avoir accès à cette notion importante de prendre part au monde dans lequel ils vivent en devenant maîtres de leur langage. François Lefebvre. Voilà, et ce que Caroline fait dans les cours d'école primaire, moi je fais en gros la même chose à l'université, de la première année au doctorat. Il faut prendre les gens par la main et très rapidement la fascination est là. Et puis l'écho au contemporain est très présent, François Lefebvre, dans Histoire antique. Histoire ancienne, point d'interrogation, c'est cela aussi, hein, ces échos nombreux du passé à aujourd'hui. Il y a dans Gravé pour l'éternité un des textes auxquels je fais allusion dans le précédent livre, ces règlements d'école où on voit comment les profs râlent parce qu'ils ont des classes surchargées, comment ils doivent se trouver eux-mêmes un remplaçant lorsqu'ils ne peuvent assurer leurs cours, etc. Enfin, tout un tas de pistes intéressantes pour notre monde. Et puis avec beaucoup de pudeur, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a aussi... Vous l'avez un peu dit ici, Caroline Fourgeau-Laville, vous impressionnez les copains. Mais aller dans un musée et déchiffrer un mot grec, mais c'est la certitude de pécho, ça. Quand même. Oui, en tout cas, on peut un peu rouler des mécaniques. Mais par exemple, si vous allez au Met Museum, puisque on fait un peu de la concordance des temps, il y a au Met Museum une stèle qui devrait normalement effrayer tous les amateurs d'empire, puisque c'est le phoros, c'est-à-dire c'est le tribut qu'avait à payer toutes les petites îles qui étaient sous la coupe d'Athènes, avec des sommes qui augmentaient évidemment chaque fois davantage. La Ligue de Délos. Or, il se trouve que dans ce phoros exposé au Met Museum, il y a la petite île de Milos qui a été la première à se révolter justement et à refuser de payer ce tribut et ça s'est soldé par un bain de sang. Et donc c'est tout à fait étonnant de voir que l'impérialisme est mis en cause, en sous-texte évidemment, par cette stèle au cœur de Manhattan. Et voilà, parce qu'Athènes n'est pas tombée sur un os, mais sur Milos. Mais sur Milos. C'était pas rien du tout. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Et on sent la vivacité ici des études sur la Grèce antique avec Humanité, Caroline Fourgeau-Laville. C'est publié à l'Observatoire, cette expérience en fait, et l'association Eureka auprès des plus jeunes, mettre en avant les humanités confrontées à la réalité d'aujourd'hui, mais c'est tout à fait compatible. François Lefebvre, Histoire antique, Histoire ancienne, c'est chez Passé Composé. Et puis de vous deux, Gravé pour l'éternité, la Grèce au fil des Écritures, c'est publié aux Belles Lettres. C'est la collection La vie des classiques, les petits grecs. Et c'est un plaisir. Merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Merci. Prochain épisode, nus et musclés, les masculinités en Grèce antique. Nous, Spartiates, descendons du grand Héraclès. On nous apprend à ne jamais reculer, ne jamais se rendre, et que mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre.
Spartiates, les meilleurs guerriers que le monde ait jamais connus. Le film 300, avec beaucoup de muscles quand même. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et à la technique d'Alia, très musclée aussi, préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon et Mayouen Guizou, très musclée aussi. Et cette émission, toutes les précédentes, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.